Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit, dédié aujourd'hui à l'amour, au couple, et plus précisément, un podcast qu'on a intitulé Amour libre, ou libre amour. Oui. Voilà. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'aimer librement ? Alors, c'est vrai qu'on vit à une époque très particulière, du couple en tout cas. Oui. On vit d'une certaine façon une crise du couple, qui est peut-être la résultante de centaines, de milliers d'années d'un schéma du couple, plutôt emprisonnant, dans lequel on a suivi en fait une structure avec des règles, des étapes, des règles bien établies qui ont fait ressembler le couple a plutôt une prison qu'autre chose, je dirais. Et on est arrivé, il semblerait, à un moment de l'histoire du couple où on bascule dans l'opposé inverse, avec toutes sortes de propositions pour alléger ou rendre ce couple plus libre, puisqu'on appelle, on s'est renseigné, depuis le 19e siècle, il y a le terme de amour libre qui existe, qui était d'abord né de la nécessité en fait de pouvoir être en couple sans se marier. Exact. Et puis ça a évolué vers ensuite des pratiques, on va dire, qui permettent en fait au couple de se sentir, c'est toujours entre guillemets, de se sentir plus libre, notamment avec une sexualité ouverte par exemple. Ce qu'on appelle aujourd'hui le polyamour par exemple, c'est-à-dire d'avoir plusieurs histoires de couple, mais ça peut être aussi tout simplement un couple ouvert qui permet d'avoir des partenaires différents. Enfin, on peut tout imaginer d'une certaine manière pour tenter d'acquérir cette liberté tant convoitée à l'intérieur de ce schéma de couple qui finalement s'avère, en tout cas en l'observant, nécessaire dans notre société, puisque le couple c'est quand même la sécurité. C'est aussi beaucoup de projection, beaucoup de romantisme. Donc on se retrouve en fait dans cette espèce d'écartellement entre le besoin d'être en couple et la nécessité d'être en couple pour tout ce que ça nous procure comme sécurité, comme beaucoup d'autres choses, ce que ça vient nourrir en nous qui est en manque, cette partie est en manque. Et puis la nécessité quand même de se sentir libre. Voilà. Mais évidemment, notre questionnement, c'est qu'est-ce que la vraie liberté dans le couple et en soi d'ailleurs, puisqu'on a fait un podcast, on a fait même 2 podcasts sur la liberté que nous vous invitons à écouter si vous entendez ce podcast. On est en train, en tant qu'humanité, évidemment, après des siècles et des décennies d'enfermement du couple, de mariage, où évidemment, comme vous le savez, on ne divorçait pas, il n'était pas de bon ton de se séparer. Eh bien, à présent, il y a eu un mariage sur 2 qui se termine par un divorce. Ça, c'est une chose, mais il y a effectivement une expérimentation de l'opposé, de l'autre polarité, qui est celui de jamais se marier, jamais s'installer, jamais s'enfermer, pour pouvoir continuer à se sentir libre, avec, comme tu dis, ce besoin aussi des fois paradoxal pour d'autres personnes de se sentir quand même exister, d'avoir une base, une sécurité du couple pour soit faire des enfants, soit aussi être validé, reconnu, accepté aux yeux de la société, parce que le couple aux yeux de la société, ça fait partie d'une case d'une case à cocher comme étant j'ai réussi ma vie, je finis pas vieux garçon, vieille fille. Donc ça rassure souvent quand on est en couple. Même dans les cercles amicaux, on voit bien quand c'est plusieurs couples, c'est rassurant, il n'y a pas d'électrons libres qui pourraient être peut-être des concurrents ou concurrentes possibles, potentiels. On le voit donc. Et c'est vrai que à partir d'un certain âge, il est plus facile de rentrer en interaction avec les autres couples, ne serait-ce que parce que souvent on a des enfants qui ont le même âge, et donc ça facilite aussi le rapport et les interactions sociales, professionnelles, familiales entre les uns et les unes et les autres.
Et on sort aussi de l'idée, voilà, des fois d'avoir raté sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui toujours pèse sur les épaules, et en particulier de femmes qui, passent un certain âge, ne peuvent plus donner naissance à des enfants. Donc on est venu s'interroger sur ce podcast pour définir ce qu'était véritablement la liberté d'aimer. Est-ce que ça passe nécessairement par le fait d'avoir un couple ouvert à d'autres aventures ou d'autres relations? Est-ce que ça passe aussi par le fait de ne jamais s'installer dans le couple et d'être justement dans ce polyamour, c'est-à-dire de butiner à droite à gauche avec ce qu'on appelle aussi maintenant les sex friends? Est-ce que ça passe aussi par des modèles qu'on connaît bien qui sont l'échangisme, ou est-ce que s'aimer librement c'est tout autre chose? Est-ce que c'est voilà, plutôt une démarche on va dire à la fois d'engagement profond vis-à-vis de soi comme vis-à-vis de son partenaire, pour se rencontrer, c'est-à-dire se connaître, et finalement coévoluer ensemble vers un amour sans condition, c'est-à-dire un amour plus vaste. Pour faire ce podcast, on s'est interrogé sur pourquoi le couple en fait porte-t-il cette marque de la prison, de l'enfermement, etc. Donc on en a parlé rapidement dans l'introduction, du fait de ces siècles d'histoire, voilà, le couple en tant que on va dire cellule familiale, mariage immuable, figé dans le temps. Voilà, on rentrait dans le mariage et on n'en sortait que avec la mort. Enfin voilà, évidemment il y a tout ça, mais il y a aussi quand même toute une transmission qui se fait évidemment de parents à enfants. Donc déjà en fonction de l'histoire de couple de ses propres parents, on va évidemment avoir une image du couple. Et puis de part aussi la relation qu'on va avoir avec, souvent c'est plutôt avec son parent de sexe opposé. D'ailleurs on en plaisante souvent, ça vient un petit, on parle du complexe d'Oedipe, on parle du complexe d'Électre. Bon, il se passe des choses qui d'une certaine manière vont déjà nous, en tant qu'enfants, puis adolescents, puis adultes, nous conditionner à nos histoires de couple. Alors évidemment, pour certains, quand on va avoir l'exemple de parents qui vont justement rester toute leur vie ensemble, coûte que coûte, malgré les disputes, malgré le mésamour, voilà, ces personnes-là vont être tentées de voir ce couple comme une prison et d'avoir envie de changer, ou disons d'être appelé à changer constamment de partenaires. D'autres à l'inverse vont idéaliser le modèle de leurs parents et avoir envie de le reproduire et de chercher la personne idéale. Le prince et la princesse. Voilà, donc on a tous en fait à la fois notre héritage culturel, collectif, et notre héritage cellulaire aussi, et puis notre héritage beaucoup plus proche aussi, familial, avec le modèle qu'on va avoir. Mais malgré tout, on voit quand même une forme de tendance, et cette tendance, elle est plutôt à l'extrémisation, c'est-à-dire que il y a quand même il y a ce phénomène d'amour libre qu'on voit, qu'on entend, dont on entend de plus en plus parler, et puis d'un autre côté on a quand même on va dire les traditionalistes, les conservateurs, et même chez les jeunes qui vont eux avoir cette projection autour du couple uni, soudé, qui se marie d'ailleurs assez jeune, avant d'avoir des enfants, pour construire quelque chose, cette idée de construction qui en soi n'est pas critiquable, mais c'est juste de quel espace en fait ça part. Est-ce que c'est un besoin de s'attacher parce que ça rassure Voilà, et en fait on s'aperçoit que très très souvent ça part de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, d'espaces blessés.